Bon. C'est la dernière session de la journée, donc c'est une session un petit peu difficile et on va essayer d'aller droit au but. C'est une session sur la coordination humanitaire. De quoi parle-t-on? En 2022, la cible humanitaire pour l'appel global des Nations Unies était de 183 millions de personnes. Et seulement sur la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on était sur une cible de 32 millions de personnes. Les crises humanitaires ont besoin d'être coordonnées parce qu'elles mettent en jeu un grand nombre d'acteurs qui sont soit des acteurs qui interviennent, des opérateurs, mais également des acteurs politiques, des bailleurs, des agences des Nations Unies. Donc le rôle de la coordination humanitaire est absolument central. Ce qu'on va faire dans cette session, c'est, dans un premier temps, je vais vous présenter un outil du Global WASH Cluster. Donc le Global WASH Cluster, c'est la plateforme de toutes les ONG et de tous les acteurs qui font de l'eau, assainissement, hygiène, du WASH. Il y en a 77 et qui œuvrent à une meilleure coordination. Ce projet, cette plateforme a développé un projet qui s'appelle le Field Support Team et qui aide à appuyer les plateformes nationales, soit parce qu'il y a une crise urgente qui arrive, je pense à l'Ukraine, soit parce qu'il y a une dégradation de la situation, soit parce qu'il y a un manque de capacité sur une plateforme. Donc, dans tous ces cas, on envoie une équipe de spécialistes qui vont aider au niveau national la coordination. Exemple, samedi matin, il y a une deuxième personne qui part sur Lviv en Ukraine pour une durée de 3 mois pour aider la plateforme ukrainienne à coordonner les 17 acteurs qui sont présents et qui essaient d'intervenir sur place. Donc, on va commencer par une petite présentation rapide de ce projet. J'espère que vous m'entendez. Moi, je ne m'entends pas très bien. Et ensuite, on aura un panel qui sera très intéressant puisqu'il va représenter les acteurs qui se coordonnent sur des crises humanitaires. Le projet, l'objectif ici, comme vous le voyez, du projet Field Support Team, d'abord, c'est un projet qui est hébergé par le Global WASH Cluster. Ce n'est pas un projet indépendant et son objectif, c'est d'appuyer les plateformes nationales. Ce projet, ce n'est pas un projet qui tombe du ciel comme ça, c'est un projet qui rentre dans la Humanitarian Roadmap qui a été déjà présentée lundi ici. Vous savez, il y a 16 initiatives et c'est donc une de ces initiatives. Le projet, c'est un projet qui est monté en consortium de 5 ONG. Donc, vous avez ici Action contre la faim qui pilote le projet, Oxfam, NCA, IMAP et Impact. IMAP et Impact ont des spécificités, c'est des spécialistes de l'analyse des besoins en situation de crise et de la gestion de l'information. En effet, quand vous intervenez sur une crise humanitaire, l'enjeu, ce n'est pas seulement de coordonner les acteurs, mais c'est d'avoir de l'information qui remonte, qui peut être traitée stratégiquement. Et évidemment, c'est également d'avoir des vraies analyses de besoins en urgence. Vous voyez que ce projet, il est également réalisé main dans la main avec UNICEF et qu'il est sous l'égide du Global WASH Cluster. Comme on a dit tout à l'heure, les 2 points d'entrée du projet, il y en a un, c'est une situation qui se dégrade ou alors une plateforme qu'on a besoin de mettre en place, de créer. Par exemple, quand on a créé la plateforme Burkina Faso, on a eu un appui du projet FST. Mais également, on peut avoir des enjeux de capacité. Donc, si une plateforme commence à être défaillante pour des raisons multiples, en situation de crise, vous avez des problèmes de ressources humaines, eh bien, le projet va venir pour appuyer. On envoie des spécialistes sur 2 à 3 mois. Pour vous donner une idée, il y a eu 20 déploiements l'année dernière. Donc, c'est un projet qui essaye de toucher un maximum de crises. Et en plus de ça, on fait un appui à distance des plateformes. On forme ces plateformes et on les aide sur un format helpdesk. En plus, on contribue évidemment à appuyer le Global WASH Cluster et à s'entre-appuyer, c'est-à-dire les 5 ONG de ce projet s'appuient les unes les autres.
Là, il ne faut pas regarder le détail de ce calendrier, mais on est au Burkina Faso et c'est le nombre d'interventions d'appui qui ont eu lieu pendant cette période, soit à travers le projet Field Support Team, soit à travers le déploiement de partenaires qu'on appelle des stand-by partners. C'est juste pour vous montrer un petit peu la dentelle d'accompagnement d'une plateforme nationale. Ce n'est pas une intervention et on s'en va, c'est de multiples interventions pour renforcer les capacités de la plateforme. En 2021, on a donc parlé de 20 déploiements sur 12 pays. Vous les avez ici qui sont listés. Ça représente à peu près 1400 jours de déploiement. Vous avez également un appui à distance qu'on a développé avec le Covid en 2020-2021 et ensuite qu'on a vraiment sanctuarisé, on va dire. Et puis, vous voyez, on a une centaine de jours d'appui au cluster global sur des mécanismes globaux, des guidelines, des recommandations globales et tous les appels humanitaires. Et puis, on a une centaine de jours également où on a auto-appuyé les acteurs de ce projet. Quand on regarde ces deux graphes, vous remarquez que 45% des crises sur lesquelles nous sommes déployés sont des crises complexes. Une crise complexe, c'est quand vous avez un mélange d'un conflit et d'un encaissant environnemental. Par exemple, vous avez une superposition de catastrophes naturelles et de conflits. Ce sont des crises qui sont, comme leur nom l'indique, complexes à gérer et qui ont souvent besoin d'un appui externe. 30% des cas en 2021 étaient sur du conflit, essentiellement des conflits ouverts. Donc là, on porte un appui à la plateforme pour les aider sur des situations de conflit. Évidemment, aujourd'hui, en 2022, on a commencé très fort avec l'Ukraine et on risque d'avoir aussi une très forte contribution sur cette tranche des conflits. 20% des déploiements étaient sur des catastrophes naturelles et vous avez seulement une petite tranche, 5%, qui était sur une crise santé publique. C'était sur Ebola en mars, en Guinée, en mars dernier. Les spécialistes que nous déployons, il y a 3 fonctions prioritaires. Il y a une première fonction qui est la fonction de coordination. Et ça représente à peu près la moitié des déploiements. Et puis ici, vous voyez, 35% des déploiements, c'est de la gestion d'informations. Et enfin, 15%, c'est analyse des besoins. Aujourd'hui, par exemple, il y a une vraie question sur l'Ukraine, c'est quels sont les besoins. On sait qu'il y a des besoins énormes, monstrueux, on ne les a pas documentés. Donc là, on a besoin d'un appui très spécifique pour aider à analyser, à faire remonter les besoins. Quels sont les enjeux de ce projet? Premier enjeu de ce projet, en plus d'une intervention ponctuelle sur les crises, on accompagne le cycle de projets humanitaires dans une trentaine de pays qui sont en crise récurrente, en crise protractée, en crise longue. On est obligé d'accompagner le cycle de projet, c'est-à-dire le cycle stratégie, financement, pilotage, mise en œuvre, etc. Donc ça, c'est un enjeu pour nous. On est également soumis régulièrement à des problèmes de RH, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui, pour des raisons multiples, ne sont pas staffées suffisamment. Et là, donc, il y a des requêtes qui nous remontent pour appuyer ce staffing. Et puis, évidemment, on peut avoir des contraintes spécifiques, comme par exemple le Covid, qui a impacté évidemment ce mécanisme. D'une manière un peu plus complexe, et c'est pour ça qu'on va avoir un panel, à mon avis, intéressant. Vous savez que le World Humanitarian Summit, en 2016, a proposé des approches humanitaires nouvelles. Et en particulier, il y a 2 approches qui sont très intéressantes. Il y a la localisation, c'est-à-dire travailler avec des partenaires locaux. Et il y a le nexus, qui est en fait le continuum entre l'urgence, le développement, vers la paix. Ces 2 thématiques, ce sont des thématiques qui imprègnent la coordination et qui sont pour nous des vrais challenges. On a d'autres challenges, en particulier le plaidoyer se fait également dans les situations humanitaires. La dénonciation, la documentation et la dénonciation, par exemple, des atteintes au DIH se fait sur les crises humanitaires. Donc, il faut que les plateformes de coordination soient familières et soient appuyées sur ce type
de sujets. Évidemment, on a un autre enjeu qui est l'enjeu financier. Tout le monde est convaincu de l'importance d'avoir de la coordination, en particulier dans des crises humanitaires. Et au moment où on essaye de financer cette coordination, c'est moins évident. Donc là aussi, c'est un vrai appel aux partenaires pour s'engager sur la coordination. Ah. Ben voilà, c'est terminé. Je reviens un peu en arrière. Alors, maintenant qu'on a mis le couvert, qu'on a présenté ce projet FST, nous allons nous pencher sur la coordination humanitaire dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et je vais faire venir le panel. Donc, d'abord, Martina, je t'invite à venir. Tu es WASH Cluster coordinatrice au Burkina Faso. Tu as 15 ans d'expérience dans le secteur et tu as réussi un miracle qui est vraiment d'engager les acteurs locaux dans ta plateforme. Donc, en plus, tu es vraiment le pivot de la coordination puisque tu es le cluster WASH dans un pays. Donc, c'est autour de toi que s'assemble la coordination humanitaire. Joachim Peters, tu es spécialiste WASH pour la région Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre. Tu as également 15 ans d'expérience et tu as une vision régionale, une vision beaucoup plus globale des enjeux et en particulier des grands agendas comme l'agenda de la paix. Merci. Alassane Traoré, tu es conseiller régional WASH pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour Solidarité Internationale. Tu représentes ici le monde humanitaire, les ONG. Et donc, tu vas nous donner ton point de vue vis-à-vis de la coordination humanitaire du point de vue de l'ONG. Luc Senen, tu fais partie de ECHO, donc Direction générale d'aide humanitaire de la Commission européenne. Tu es basé à Dakar et en tant que bailleur, tu as une vision stratégique sur la coordination humanitaire. Voilà, il y a un siège qui est vide ici. On attendait le directeur de l'hydraulique du Mali. S'il nous rejoint, il nous rejoindra. C'était la caution un petit peu institutionnelle. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a une coordination mise en œuvre, cette coordination, c'est un partenariat entre le cluster national, UNICEF, et la partie institutionnelle. Donc la coordination ne se fait pas au détriment des pays, elle se fait avec les pays. OK. Donc, la première question, Martina, elle est pour toi. Et quel est ton secret pour arriver à avoir une plateforme nationale humanitaire dans laquelle les acteurs locaux sont vraiment représentés? Merci beaucoup, Jean, et bonsoir à tout le monde. Donc, juste pour revenir un petit peu légèrement sur le contexte, le cluster WASH a été activé très récemment au Burkina Faso parce qu'il y a eu la dégradation rapide de la crise en 2019. Donc, c'est seulement fin 2019 que le cluster a été activé. Donc, c'est un cluster relativement récent. Et comme vous avez vu aussi dans le PowerPoint, nous avons pu bénéficier de beaucoup d'appui vraiment pour la mise en place du cluster de la part du Global WASH Cluster, de la part du bureau régional, avec des personnes très compétentes et très engagées qui sont venues m'appuyer et me former. Et former aussi voilà, les membres de mon équipe. Et donc ça déjà, c'était un bon point de départ et un appui très important. Donc après, il faut dire qu'au Burkina Faso, donc, quand le cluster a été activé, il y avait, les membres étaient surtout des ONG internationales. Il n'y avait pas beaucoup, il y en avait 18 au moment de la création. Et elles étaient toutes des ONG internationales. Mais avec le temps, on s'est rendu compte vraiment de l'importance d'associer de plus en plus les acteurs locaux et notamment tout d'abord le ministère de l'eau, qui donc est copilote du cluster. Et nous avons élaboré donc un partenariat, pas officiel, mais un partenariat de fait avec le ministère. Et nous avons donc identifié une contrepartie qui a été quand même désignée par le ministère pour être co-lead. Et surtout au niveau régional, nous avons créé donc des clusters sous-régionaux dans les 6 régions. Initialement, c'était 5. Ensuite, il y a une 6e qui s'est rajoutée. Les 6 régions qui étaient les plus touchées par la crise sécuritaire et humanitaire. Et donc, dans ces régions-là, on a créé des clusters sous-nationaux
qui sont vraiment hébergés par les directions régionales du ministère de l'Hydraulique. Et donc, c'est le ministère qui convoque les réunions, qui organise, qui facilite la relation avec les partenaires. Et nous avons appuyé donc, les directions régionales dans ce travail. Nous les avons formés, nous les avons accompagnés, nous sommes en contact permanent avec ces acteurs-là en nous faisant des visites, des missions de support régulières dans ces régions. Nous avons des réunions ensemble toutes les 2 semaines. Donc, c'est une collaboration étroite. Donc, ça, c'est pour l'aspect plus partenaire étatique. Aussi, le fait de décentraliser la coordination, ça a permis d'associer beaucoup plus les ONG locales qui étaient plus présentes au niveau décentralisé et donc qui ont commencé de plus en plus à se joindre donc, à la dynamique de la coordination au niveau décentralisé. Et donc, nous avons pu, dans le temps, vraiment augmenter le nombre d'ONG nationales qui font partie du cluster. Donc, déjà, le nombre des membres du cluster a beaucoup augmenté. Il a doublé chaque année. Donc, nous sommes actuellement à 68 membres opérationnels. Et actuellement, on a 25% qui sont des ONG nationales. Donc, c'est quand même assez important. Et nous avons aussi encouragé les ONG internationales qui interviennent avec des partenaires de mise en œuvre locaux d'associer leurs partenaires de mise en œuvre dans le cluster directement, donc sans qu'il y ait forcément l'intermédiaire de l'ONG internationale, mais qu'ils puissent être directement en lien avec nous, recevoir directement les informations, discuter, participer aux échanges. En plus, nous avons aussi encouragé les ONG internationales qui n'ont pas de partenaires de mise en œuvre locale à justement commencer à établir des partenariats, justement aussi dans l'optique de renforcement de capacité, dans l'optique de durabilité, dans l'optique de localisation. Et nous avons aussi accompagné un peu ces ONG pour améliorer leur accès au financement. Notamment, actuellement, il y a un processus en cours au Burkina Faso qui est très intéressant. C'est un fonds régional humanitaire qui a été créé, destiné aux pays de la sous-région, le Niger, le Burkina et d'autres pays. Mais pour l'instant, c'est que le Niger et le Burkina qui a été activé. Et dans ce processus, les clusters jouent un rôle important pour l'identification des ONG éligibles à ce fonds. Et donc, nous avons accompagné les ONG nationales pour pouvoir accéder à ce fonds. Et nous, voilà, il y avait tout un processus d'éligibilité et nous les avons vraiment accompagnées afin qu'elles puissent maintenant directement recevoir ce financement du fonds régional sans que ce soit à travers un intermédiaire d'une ONG internationale ou d'une agence. Voilà, c'est quelques éléments, il y en a d'autres. Voilà. Bon, merci beaucoup. Vous m'entendez? Vous m'entendez? OK. Merci beaucoup, Martina, pour cette réponse. Donc, on a des éléments du miracle, donc des choses à répliquer. Et pour rester dans le miraculeux, dans le surréaliste, on va parler maintenant du nexus de l'articulation entre l'urgence, le développement et la paix. Vous avez entendu parler de ça pendant les premiers jours du forum. C'est un thème qui est très important. En gros, comment est-ce que les acteurs de l'urgence et les acteurs du développement travaillent ensemble et comment tout cela contribue à la paix. Donc, Joachim, de ton point de vue, un petit peu, j'allais dire de ton perchoir régional, tu contemples 24 pays. Et donc, quel est ton point de vue sur ce nexus et quel est ton point de vue sur l'agenda de la paix dans la région? Merci Jean, bonsoir, bonsoir à tous. Je pense que la question nexus, c'était plus pour mon ami. Ah, c'était pour le ministre, d'accord, pardon. Je vais déjà essayer de me concentrer sur la question conflit, paix et le rôle de la WASH. Donc, dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des conflits, mais on peut différencier plusieurs zones. La zone du central Sahel, qui est vraiment très active en ce moment, avec des impacts sur les pays côtiers également. La région du bassin du lac Tchad et l'Afrique centrale, avec la RCA, la RDC, le nord-ouest, sud-ouest Cameroun. Ça, c'est un peu les points chauds en termes de conflits dans la région. Fin 2021, les chiffres officiels mentionnaient 15 millions de personnes déplacées et réfugiées dans la région. Et ces conflits ont un impact très délétère sur l'ensemble du secteur WASH, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des usagers, que ce soit au niveau des ouvrages, de la ressource en eau, des services et du secteur entier. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Et
le conséquence ultime de ça, c'est une augmentation des maladies d'origine hydrique, un maintien de certaines épidémies comme le choléra, Ebola et des cas de malnutrition aiguë sévère. Donc, je faisais un peu ce rappel régional pour rappeler aussi que l'accès à l'eau ou la mise en œuvre de programmes WASH peut avoir un double effet et qu'il faut que chaque acteur soit très conscient du double effet qu'on peut apporter. On peut avoir un effet bénéfique de renforcement de la cohésion sociale, de consolidation de la paix, mais on peut aussi avoir un effet très négatif si on ne prend pas suffisamment en compte les différentes dynamiques du conflit. Donc, pour le secteur WASH et la coordination de manière plus générale, c'est vraiment important de rester conscient des principes humanitaires et de plus en plus de conduire des analyses de conflits vraiment détaillées pour comprendre les dynamiques locales et bien insérer, trouver les bonnes portes d'entrée pour les programmes WASH. Par exemple, en Centrafrique, UNICEF est en partenariat avec une ONG comme Search for Common Ground pour mieux comprendre les dynamiques locales et trouver les bonnes portes d'entrée pour que nos programmes WASH participent au renforcement de la cohésion sociale et limitent les éventuels effets négatifs. À une échelle un peu plus importante, pour une agence comme les Nations Unies, comme UNICEF, on doit aussi être vigilant dans certains contextes, le contexte des missions intégrées au Mali, avec une force de maintien de la paix comme la MINUSMA, en RDC comme la MONUSCO. Donc, ce sont des forces de maintien de la paix qui sont clairement des forces des Nations Unies avec un mandat offensif et qui sont parties au conflit. Donc là, il faut aussi que les agences humanitaires des Nations Unies puissent, via la coopération civile et militaire, bien expliquer les mandats de chaque organisation et trouver les lignes rouges à pas franchir. Pour en venir à la coordination et au rôle que peut avoir un cluster WASH et notamment l'équipe de support de FST, je pense que le cluster WASH, notamment au Burkina Faso au début de la crise, a été une bonne plateforme pour rappeler et sensibiliser sur l'importance des principes humanitaires, pour renforcer la qualité, l'échelle, la temporalité de la réponse humanitaire. Il y a notamment au sein du cluster WASH la promotion des 5 engagements pour la sécurité et la dignité des personnes assistées par le cluster WASH. Donc, c'est avec une prise en compte spécifique des besoins des enfants et des femmes tout au long du cycle de projet. Donc, ça, c'est vraiment des principes qui permettent d'améliorer la qualité de la réponse, qui permettent de limiter les risques de tension et de renforcer l'impact positif des programmes WASH. Dernier point très important, c'est la notion de redevabilité envers les personnes affectées. Donc ça, c'est une des fonctions clés du Global WASH Cluster et des clusters nationaux. Je pourrais donner un très bon exemple en Centrafrique, par exemple, où il y a un ensemble d'outils très différents qui ont été mis en place. Pour moi, à ma connaissance, c'est un des projets phares de la redevabilité envers les personnes déplacées, avec par exemple en 2021, plus de 17 000 personnes consultées sur la qualité de la réponse, plus de 6 600 feedbacks reçus et analysés, et la mise en place à travers de tout le pays d'une douzaine de kiosques en fait, qui permettent un échange dans les deux sens, pas seulement recevoir les feedbacks, mais aussi avoir un dialogue avec les communautés. Et ça, c'est typiquement des initiatives qui sont appuyées par le Global WASH Cluster et qui permettent de renforcer les aspects P dans les programmes WASH. Merci. Merci beaucoup, Joachim. Donc, on vient de voir effectivement le point de vue régional sur cet enjeu de la paix. Au final, la paix, c'est ce qu'on cherche tous, et à la fois à travers l'agenda du développement et l'agenda de la réponse aux urgences. Alors maintenant, je vais me tourner vers toi, Alassane. Tu représentes le monde de l'ONG, tu représentes également les opérateurs en situation de crise, tu représentes des personnes qui sont également exposées
aux risques humanitaires. En 2020, il y a eu 117 travailleurs humanitaires qui ont été tués dans des zones de conflit. Comment est-ce que toi, organisation humanitaire, tu conçois la coordination, tu conçois ta relation avec le cluster national et éventuellement ta relation avec l'équipe du Field Support Team? Merci. Merci beaucoup, Jean. Bonsoir tout le monde. Alors, peut-être que pour commencer, je vais le dire, tout à l'heure dans ta présentation, tu as fait référence justement à un appel aux acteurs humanitaires à s'impliquer davantage dans la coordination. Je crois qu'au niveau de solidarité, depuis quelques années maintenant, il y a eu cette évolution justement pour s'engager davantage dans la coordination. Alors, on est tous d'accord ici que la coordination, elle est majeure dans la réponse humanitaire. Quand ça marche, on est tous contents. Quand ça ne marche pas, on va tirer sur la coordination. Et je pense qu'il est important et je pense qu'au niveau de solidarité, depuis quelques années, on a voulu justement contribuer à renforcer cette coordination. Alors, ça se passe, je pense, à plusieurs niveaux. D'abord, je pense au niveau institutionnel. Il y a eu une volonté forte de par notre cadre opérationnel 2018-2020 qui a mis en avant justement cet enjeu de la coordination et qui a été renouvelé en fait dans notre stratégie 2022-2025 qui a été clairement mis en avant. Je vais même venir un peu en avant même le cadre opérationnel 2018-2020. Je pense qu'on est au Forum mondial de l'eau actuellement et je pense que depuis quelques années maintenant, Solidarité, de par son engagement, en tout cas de par son combat sur le terrain, essaie aussi de porter justement ces enjeux-là qui nous tiennent à cœur. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait après? Tout à l'heure, oui, effectivement, on essaie de le matérialiser justement cette contribution à la coordination au niveau, vraiment à tous les niveaux, j'ai envie de le dire, parce que je pense qu'au niveau du Global Wash Cluster, et depuis quelques années, je pense qu'il y a un travail qui est fait et un appui aussi, et une collaboration qui s'est fait aussi avec l'organisation sur certains chantiers. Alors, au niveau régional, on essaie, et surtout au niveau national, parce qu'on essaie d'aller chercher des financements à travers nos projets et nos partenaires qui nous soutiennent pour qu'ils financent la coordination. Et c'est le cas, par exemple, dans certains pays de la région, comme au Mali, comme au Burkina, où effectivement on assure le rôle de co-lead. Il y a très récemment, même moi, j'ai aussi fait l'expérience justement de contribuer à ce renforcement de la coordination parce que j'ai été au Burkina pendant 1 mois en appui justement au cluster Wash Martina Pété-Moyen. En plus, c'était un moment crucial sur l'atelier bilan de la coordination. Et effectivement, pourquoi être co-lead? Je pense qu'il est important effectivement dans les synergies de la réponse humanitaire, les évaluations de besoins dont on parlait tout à l'heure, qui s'alignent aussi avec les enjeux stratégiques. Pourquoi la coordination pour nous? Je pense qu'il est aussi important parce que je pense que c'est l'instance qui est responsable aussi du pilotage, en tout cas des enjeux sectoriels humanitaires avec les acteurs étatiques. Et je pense qu'il y a, en tant qu'acteur ONG, on a tout un intérêt aussi à être présent dans cet espace-là. Et je pense que ça a un intérêt dans le sens où, effectivement, on peut apporter un appui technique dans tout ce qui est lié au groupe de discussion technique, mais dans tout ce qui est lié également au sentier technique et également dans la collecte des données. Peut-être on n'en a pas mentionné, mais qui est un enjeu important. On est très présent sur le terrain, mais je pense qu'au-delà de cette présence sur le terrain, il faut porter le combat à un autre niveau. Et effectivement, au niveau de la coordination, on essaie de le faire et on essaie de jouer ce rôle-là autant qu'on peut et on essaie d'aller chercher aussi des financements pour avoir des staffs dédiés à cette coordination sur le terrain. Merci beaucoup, Alassane. Donc, on va maintenant se tourner vers le dernier membre du panel, vers Luc. Luc, tu es un bailleur de l'Union européenne.
On sait que le coût de la réponse humanitaire l'année dernière était de 41 milliards de dollars. Donc, la réponse humanitaire coûte cher, la coordination coûte cher. Comment vois-tu le futur de la coordination de ce point de vue de bailleur et comment est-ce qu'on doit s'adapter à cela, en particulier cette équipe de support au terrain, comment est-ce qu'elle doit s'adapter à cela? Merci. Merci Jean, merci à tous. Bonsoir, heureux d'être avec vous. Pas mal a déjà été dit, hein. Comme pour toute la réponse humanitaire, hein, tu as parlé à Argent, eh bien, le futur de la coordination, nous croyons, est d'être meilleur et de faire mieux, de produire une plus grande qualité, de permettre une plus grande efficience, hein, d'être plus réactif, plus rapide. L'aspect rapidité, l'aspect réponse au bon moment est super important. Avec une transparence et une redevabilité accrue, on l'a déjà mentionné, améliorée, qui sont aussi attendues, hein. Et puis bon, avec une vision au niveau de la coordination, il est attendu et possible. Et bon, c'est l'endroit idéal pour ça, de développer une stratégie et même plus largement une vision pour la réponse. L'efficience financière, hein, on en a parlé, elle fait vraiment partie de l'équation. En tant que représentant de bailleurs de fonds, eh bien c'est un point super important. On va en venir à des seuils, hein, la mise en place de seuils, au moins pour les transferts monétaires. On parle de coordination. Dans l'absolu, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est un moyen. Donc, un moyen de permettre une réponse efficiente, de qualité, dans un monde qui change, hein, qui change vite, en respectant et incluant tout le monde, particulièrement les plus vulnérables, en suivant les principes humanitaires. La coordination peut rappeler et passer ces principes qui ne sont pas forcément connus de tous, et les partenaires locaux, les autorités, les partenaires paix qui sont des armées ou des militaires. Donc oui, pour cela, eh bien, un point essentiel, ce sont les ressources humaines, hein, tu en as parlé, et des ressources humaines donc compétentes et disponibles. Eh bien, je crois que c'est le rôle que joue le FST, et bon, j'ai pu être témoin, hein, qui le joue plutôt bien. Je les ai accompagnés à Cox's Bazar au Bangladesh, quand près d'un million de Rohingyas y ont trouvé refuge en provenance du Myanmar voisin, fuyant la violence et la persécution barbare dont ils étaient victimes chez eux en août-septembre 2017. La situation était super chaotique, hein, tout était à faire rapidement, en même temps, avec des conditions super difficiles, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui affluaient en très peu de temps, dans des conditions d'affaiblissement, de fatigue, d'exténuation extrême, pendant la période de la mousson, où là-bas, ça veut dire des pluies battantes qui ne cessent pas, qui mouillent donc tout, qui transforment tout en boue. Et donc, le défi, eh bien, c'était d'organiser tout cela. Il y avait heureusement la bonne volonté, mais cette bonne volonté ne suffit pas. Le FST a été déployé super rapidement, en 72 heures, je pense, avec ses compétences, hein, ses compétences précises, pointues, assez uniques. Je pense, bon, ça a été dit, en particulier à la gestion de l'information, des données, qui sont aussi vraiment attendues, hein, de la communauté humanitaire, du management, pour orienter la réponse
de façon adaptée et de façon la plus optimale possible. Pour rappel, historiquement, ECHO a accompagné et financé la FST pendant 2 années en 2015 et 2016 à hauteur de 1,6 million d'euros au travers d'un contrat avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge à l'époque. Ils ne sont plus dans le corps actuellement, mais ils y étaient. Donc, à l'avenir, moi, ce que je pense, c'est que la FST doit continuer à faire ce qu'elle fait bien, à cultiver et développer sa niche. C'est assez une niche dans laquelle elle est, qu'elle représente, capitaliser sur ses forces connues et reconnues, ses avantages comparatifs. De nouveau, je pense que ce sont essentiellement ces ressources humaines qui sont grandement expérimentées, qui supportent la pression, le stress qui fait partie de ces déploiements. Ils savent se faire accepter hyper rapidement, comme ils sont déjà, oui, ils savent quoi faire, comment faire, ils sont en place immédiatement, en fait. Ils sont opérationnels immédiatement et ils apportent véritablement de la valeur ajoutée. Ils renforcent les capacités de façon effective. Un autre niveau super important, c'est l'information, comme on en parlait. On vit dans un monde où l'information coule et les réponses sont attendues, oui, avec célérité, sinon immédiatement. Donc, la coordination doit être super réactive. Elle doit fournir des réponses concises, mais sans délai et avec toutes les précisions attendues en qualité et en quantité. Des chiffres dont on arrive à tirer vraiment l'information. Dans beaucoup d'exemples encore, par exemple au niveau financier, au niveau des budgets, il y a des différences entre les chiffres du FTS, le Field Tracking System, et les chiffres locaux ou nationaux. Ça, il faut qu'on diminue ces différences ou qu'on arrive vraiment à les expliquer de façon assez systématique. Donc, aussi, avec la gestion de l'information, il y a vraiment une compétence avec IMAP et Impact sur tout ce qui est gestion géographique de l'information, la mise en valeur, oui, via des cartes et la localisation de tout ce qui est d'intérêt, des hotspots avec les informations qui sont assez disponibles facilement et aussi pour tout le monde. C'est aussi un intérêt, c'est la mise à disposition publique de l'information. Aussi la communication de où elle existe, où elle est disponible et tout le monde gagne à y contribuer aussi. Comme on a dit, c'est un travail collectif, collégial. Oui, il y a les aspects logistiques aussi qui sont super importants. Et puis, donc oui, ce sont les points essentiels. Je m'arrête là pour donner le temps. Merci beaucoup Luc. Bon, je pense qu'on a énormément d'informations et de recommandations. Je vais résumer ça avant de passer le micro dans la salle pour des questions à nos panélistes. Donc, le premier point portait sur la localisation. On a eu quelques secrets de Martina Rama pour augmenter le nombre d'acteurs locaux dans les plateformes de coordination, pour favoriser la décentralisation de la coordination à travers en particulier des partenariats entre ONG internationales et ONG locales, et également pour faciliter l'accès aux fonds des ONG locales. Ensuite, on a eu une vision large de l'agenda de la paix dans la région Wakaro, avec ces enjeux en termes de nombre très importants, le nombre de déplacés de réfugiés de 15 millions, donc c'est un quart à peu près du nombre planétaire.
On a évoqué les analyses de conflits qui permettent à la fois de documenter les exactions au DIH et également d'avoir plus de redevabilité vis-à-vis des populations sur les zones de conflit, l'importance des principes humanitaires et les enjeux de redevabilité. Ces enjeux de redevabilité, c'est l'une des 7 grandes fonctions de la coordination. Ensuite, grâce à Alassane, on a vu comment le monde humanitaire, en l'occurrence l'ONG Solidarité Internationale, avait d'abord intégré la coordination dans sa stratégie propre. Ensuite, s'était mise en position d'appui du Global Watch Cluster et en particulier de co-lead sur certains pays. L'intérêt de ce co-lead, ce n'est pas seulement de combiner des forces, mais c'est également de balancer les décisions, d'avoir une contribution de l'ONG vis-à-vis de décisions des Nations Unies ou du gouvernement, très important. Et puis enfin, Luc nous a donné son point de vue sur les points forts de la coordination, les gros enjeux, l'enjeu d'efficience, avec un modèle économique qui reste peut-être à trouver, l'enjeu de rapidité, d'efficacité. Effectivement, quand il y a une crise, il faut déployer très rapidement des coordinateurs, sinon c'est un bordel sans nom. Tu as rappelé les enjeux de redevabilité. Tu as rappelé que la coordination, c'était un moyen, ce n'était pas un objectif. C'est-à-dire, ce n'est pas une couche supplémentaire dans un contexte déjà très compliqué, mais c'est une simplification de ce contexte. Tu as également parlé de la contribution d'ECHO au projet Field Support Team. Et tu as insisté sur les qualités de ce projet de ton point de vue de bailleur, c'est-à-dire cette flexibilité, cette capacité à déployer rapidement, cette capacité à aider. Donc maintenant, on arrive pratiquement à la fin de la session. On a 10 minutes pour des questions au panel. Je vais vous demander donc de lever la main, de prendre le micro et soit vous interpellez directement une personne du panel, soit alors une personne du panel réagira à votre question. Oui. Oui, bonsoir, Pierre-Yves du HCR. J'ai 2 questions. La première question, je laisse aux panélistes le choix de choisir qui répondra. La première concerne la coordination intersectorielle. J'ai l'impression que, vous parlez de la coordination sectorielle, j'ai l'impression que la coordination intersectorielle est toujours un élément qui est faible. Et j'aimerais savoir comment les panélistes envisagent le renforcement de cette coordination intersectorielle. Et la deuxième question concerne en fait, beaucoup de pays, beaucoup de contextes dont on parle. Finalement, la coordination devient plus une norme qu'une exception, c'est-à-dire que les situations d'urgence tendent à se pérenniser, à se prolonger. Et donc, j'aimerais savoir ce que la coordination fait pour pérenniser en fait cette coordination et en particulier pour renforcer les structures nationales ou les structures locales pour l'assurer. Merci. Très bien, on va passer au panel. Peut-être sur la première question, coordination intersectorielle. Quelqu'un veut se positionner? Mes collègues m'ont refilé la question. Donc, non, effectivement, c'est un défi. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de difficultés sur le terrain. Souvent, les approches intersectorielles dans la réponse. En termes de coordination, il y a des vrais efforts de coordination intersectorielle. Les différents clusters ont une réunion intersectorielle une fois toutes les 2 semaines. Et souvent, c'est plus fréquent parce que c'est statutairement toutes les 2 semaines, mais après, c'est ad hoc. Donc, finalement, c'est presque chaque semaine. Et dans lesquels on discute donc d'enjeux communs, de hotspots prioritaires qui nécessitent une réponse multisectorielle. On essaie d'identifier des paquets multisectoriels de réponses. On essaie de voir les liens entre les différents secteurs, de se communiquer des besoins les uns les autres, d'avoir des approches intégrées. Mais effectivement, on fait des efforts, mais c'est vrai que ça ne marche pas beaucoup sur le terrain parce que souvent les ONG travaillent de façon sectorielle, ils ont des financements pour des projets sectoriels et du coup, il y a des timings différents.
En fait, les problèmes pour l'approche multisectorielle, selon moi, c'est les stratégies différentes des ONG et c'est les timings différents des projets qui finalement fait qu'on n'arrive pas à se synchroniser sur le terrain et on n'arrive pas à trouver cette complémentarité opérationnelle. Il y a quelques initiatives, quelques recommandations concrètes qu'on essaie de faire. Par exemple, quand on fait une distribution de kit wash, si on peut l'organiser le même jour de la distribution des kits AME de la part d'une autre ONG, on est au même endroit au même jour, on est sûr qu'on n'aura pas de doublons dans les bénéficiaires. Maintenant, si on les organise en 2 jours différents, c'est très compliqué de s'assurer de ça. Voilà, donc c'est des petites recommandations opérationnelles aussi qu'on essaie de donner aux partenaires. On essaie de plus en plus aussi d'encourager les ONG à concevoir des projets multisectoriels dès la soumission du projet, parce que du coup, ça va rendre la mise en œuvre beaucoup plus simple. Voilà, je passe au niveau régional maintenant. Merci. Oui, juste sur cette question d'un point de vue régional. Alors, Martina disait que parfois, ce n'est pas évident au niveau pays, au niveau régional. C'est encore plus difficile des fois d'avoir une influence directe. Mais il y a beaucoup d'espaces de coordination multisectorielle qui existent. Ici, à Dakar, notamment sous le lead de OCHA, il y a un groupe spécifique sur la préparation aux urgences. C'est un groupe multisectoriel. Il y a un groupe intercluster qui, justement, vise à échanger entre les secteurs, même si on ne parle pas de cluster au niveau régional. Il y a un groupe sur l'analyse des besoins. Et comme ça, il y a au moins 3 ou 4 groupes au niveau régional qui ne sont pas sectoriels, mais qui regroupent tous les secteurs. Alors, ça demande du temps, puisqu'il faut aller à chacune de ces réunions. Parfois, je n'ai pas le temps. Mais dans ces réunions-là, tous les secteurs sont représentés et on essaie de les faire travailler ensemble. Un autre exemple très concret, moi, je vois de plus en plus des documents HRP, les Humanitarian Response Plan. On est passé, il y a quelques années, à une approche vraiment chapitre, secteur par secteur. Souvent, maintenant, ces HRP ont des objectifs stratégiques qui sont multisectoriels. Ensuite, on décline avec des plans opérationnels sectoriels et les objectifs stratégiques sont multisectoriels et vont viser, par exemple, un certain groupe de population spécifiquement vulnérables avec une approche multisectorielle. Donc ça, c'est déjà des efforts mis en œuvre aussi au niveau national sur l'aspect multisectoriel. Peut-être sur l'aspect renforcement des capacités. Ouais. J'avais juste un petit complément parce que je voulais dire le cluster WASH au Burkina Faso a aussi mis en place des groupes de travail intersectoriels en commun avec les autres clusters. Donc, nous avons mis en place un groupe de travail WASH in School qui est un groupe de travail commun au cluster WASH et au cluster éducation. Nous avons un groupe de travail WASH in Nut en commun avec le cluster nutrition et un groupe de travail WASH in Health en commun avec le cluster santé. Et donc, ça, c'est aussi dans l'optique d'avoir aussi des standards et des normes communes, des approches de mise en œuvre communs et de mettre ensemble les acteurs qui travaillent sur ces problématiques-là. Voilà. Et après, ce que je crois que c'est aussi très important, c'est que moi, au début, je n'étais pas du tout dans l'optique multisectorielle. J'avais toujours travaillé dans le WASH. Et pour moi, le WASH, c'était le plus important. Je me bataillais pour le WASH. Et voilà, c'était vraiment mon optique. Mais depuis que j'ai commencé à interagir avec les autres clusters et à être dans l'intercluster, je commence à voir que le WASH est aussi un secteur au service des autres secteurs. Et c'est comme ça qu'on doit le percevoir. En fait, le WASH, c'est un appui à la nutrition, c'est un appui à la santé, parce que notre objectif, c'est la lutte contre la malnutrition, la réduction des maladies hydriques. Le WASH est au service de l'alimentation, pour l'agriculture, pour les maraîchages, etc. Et donc, c'est vraiment, si on commence à le concevoir de cette façon-là, on va vraiment voir les choses différemment, on va cibler différemment, on va voir que là où on cible pour un projet WASH, c'est là où il y a le plus de problèmes de santé, le plus de problèmes de malnutrition, c'est là qu'on doit cibler. Donc, ça nous ouvre les yeux, en fait, sur une autre réalité et ça permet de voir le WASH vraiment au service du besoin de la personne qui a des besoins multisectoriels, qui n'a pas seulement des besoins sectoriels. Oui, je vais essayer de répondre sur la deuxième question sur la pérennité justement des instances de coordination. Alors, peut-être en donnant deux exemples différents, et puis le deuxième sera peut-être plus encourageant que le premier. En 2012, quand la crise a éclaté au Mali, moi j'étais présent. Les enjeux de la coordination étaient multiples et complexes. Et
je pense que ça l'est toujours encore aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis. Mais j'ai eu la chance de passer au Burkina très récemment. Et quand je compare la situation du Mali à celle, en tout cas, du Burkina, le rôle que notamment les acteurs étatiques et les acteurs nationaux jouent n'est pas la même chose. Et au Mali, alors au Burkina aujourd'hui, Martina l'évoquait tout à l'heure, les clusters régionaux, ou en tout cas les sous-clusters, si on veut l'appeler ainsi, c'est tenu par les directions régionales de l'hydraulique et de l'assainissement. C'est cette direction qui convoque les gens, qui fait les réunions, qui font les visites de terrain, qui font les analyses des besoins et qui sont appuyés justement par le cluster national. Je trouve que c'est très encourageant. Je ne suis pas sûr. Oui, il y a une vraie appropriation. Et je ne suis pas sûr que depuis 2012 jusqu'à maintenant au Mali, ce n'est pas encore le cas, même s'il y a encore des efforts progressifs qui sont en train de faire. Et donc, je pense qu'il y a des exemples sur lesquels, encourageants, que progressivement, justement, cette coordination-là puisse être portée à la fois par les acteurs nationaux et les acteurs locaux. Je voulais juste dire très rapidement, pour ça, il faut quand même que ça soit un peu institutionnalisé. Parce que ça, c'est le gros défi. En fait, tant que ça reste informel, quand moi je vais partir, ça va finir en fait. Donc, il faut que le ministère puisse l'intégrer dans ses fonctions, dans son mandat, que ça soit dans l'organigramme. Et ça, c'est la bataille que nous avons actuellement au Burkina, c'est pour vraiment institutionnaliser ce rôle de la coordination au sein du ministère. Un mot de Luc, et puis ensuite, je vais clôturer. Merci. Et dans ce sens, je pense que quelque chose qui est super frappant, hein, dont je me suis rendu compte, en fait, c'est aussi les déploiements de la FST, par exemple, géographiquement. Elle se fait particulièrement en Afrique subsaharienne, beaucoup moins en Asie et pratiquement pas en Amérique du Sud. Et ça correspond à des autorités beaucoup plus présentes, existantes et fortes dans ces pays-là et beaucoup moins présentes et impliquées en Afrique subsaharienne, hélas, avec plein de raisons à cela, un manque de moyens, de compétences et surtout de moyens financiers, et même malgré tout aussi d'état d'esprit, mais c'est à nous à renforcer ça et à faire en sorte que ça change. Autrement, pour revenir au point précédent, plutôt que la multisectorialité seulement, nous, on promeut aussi vraiment l'intégration. C'est la moindre des choses, quoi. C'est une tendance probablement humaine que de travailler pour son secteur ou son silo, mais c'est une erreur grossière. Comme il a été dit, les besoins ne sont pas au niveau d'un secteur quel qu'il soit. Merci. Merci beaucoup. Donc, on clôture ce panel. D'abord, merci d'avoir été présent. Ensuite, si vous avez des questions, je pense à toi, Alain, il y a une autre session de questions-réponses qui aura lieu sur le stand du Conseil mondial de l'eau demain à 11 h du matin. Donc, si vous avez encore envie d'entendre parler de la coordination humanitaire, il y a encore une chance. Enfin, on aura une session demain à 15 h 30 sur le bar du PFE où on sera en direct avec la plateforme de coordination Ukraine pour que les acteurs français, à travers la coopération décentralisée, puissent s'engager auprès de partenaires locaux ukrainiens. Il y a 17 partenaires qui interviennent aujourd'hui sur le terrain. Comme vous le voyez, cette question de la coordination est complexe, elle est très riche. Il y a encore un énorme travail à faire. Le projet FST, sous ses différentes formes, existe depuis 15 ans. Tout ça peut-être aussi pour répondre sur la question de la pérennisation et des modèles économiques. On est en appui aux plateformes nationales depuis 15 ans et on va encore l'être pendant plusieurs années. Je vous remercie, je vous propose d'applaudir les panels et puis de vous applaudir vous-même.